Rémi. Bonjour. Écoute, c'est un vrai plaisir de te recevoir sur le 3e épisode de Stackcast. T'as écouté les derniers épisodes? Oui, bien sûr. Bon, tu comprends un peu la logique. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis designer consultant, donc j'ai cofondé une société avec mon associé Mathias Abramovic. Et donc nous, on est des designers, mais pas seulement. On utilise en fait énormément de méthodologies issues du monde du business, du design, de la tech. Et on accompagne en fait et on structure les démarches d'innovation de grands groupes ou de start-up. Et donc on aide les gens à lancer des produits plus vite, donc on accélère les temps de développement, on essaye aussi de réduire systématiquement l'ensemble des risques qu'on rencontre quand on conçoit quelque chose de nouveau. Et voilà, donc on accompagne toute une série d'acteurs comme ça sur réfléchir, produire et lancer des nouveaux produits, des nouveaux services pour les Et organisations. l'innovation, c'était quelque chose que tu as connu direct dans tes études? Alors moi, originellement, j'ai fait pas mal de trucs. Moi, j'ai commencé dans le marketing, la publicité. Après, je suis allé faire un master en école de commerce parce que justement, il y avait une option, c'était à Rennes, en marketing de l'INO. Donc, on bossait avec l'INSA à Rennes et donc c'était vraiment tout un trajet autour de la valorisation des brevets technologiques. Comment est-ce qu'on construit un nouveau produit, un nouveau service à partir de avec ça. la recherche. Voilà, puis après, en fait, j'ai été embauché chez Microsoft où j'ai absolument pas fait ça du tout. Et voilà, mais ça arrive souvent, hein, mais j'étais content d'être là quand même. Et quand je suis parti de chez Microsoft, c'est là où en fait j'ai étudié le design et qu'ensuite je suis devenu UX designer et puis que je me suis mis à mon compte en freelance dans le conseil, dans l'accompagnement. D'abord, en fait, tout ce qui était refonte applicative, services logiciels, site web, ce genre de choses. Et que graduellement, en fait, de plus en plus, et à force de développer des outils et des méthodes d'accompagnement, on s'est retrouvé dans cette position comme ça de conception et accompagnement de nouveaux produits, nouveaux services. Ouais, en tant que freelance, tu as eu l'occasion de tester pas mal de choses, hein, j'imagine, Oui, bien sûr. en termes d'outils. Tout à fait. C'est le cas encore en ce moment? Tu t'es toujours. À la recherche? Non, moi je suis pas product hunt du tout. Non, fait, t'es moi, pas product hunt du non, tout, tu sais, ouais. moi c'est vraiment, si on reprend la courbe de diffusion de Ouais. l'innovation de Moore, faudra que tu la mettes en, Ouais, en show ouais. notes. Moi je suis vraiment un early adopter, c'est-à-dire que je laisse les nerds faire le boulot et faire le tri. Tu fais une curation Voilà. de ouf. Et moi ça me coûte ouais. 10 bières par mois, donc Ouais. donc j'ai des potes dans chaque spécialité. Ouais, c'est Je ça, leur- Product Hunt. Hein, je tu leur- sais. Ouais, C'est de la ça, hein. super curation. Ouais, hein. bien sûr. Mais tu vois, je veux dire, moi, j'ai des potes, ils peuvent passer des heures sur Product Hunt à tout vérifier, À tout scroller, tester. ouais. Non, moi, j'attends qu'ils aient fait le tri et je vais les voir. Donc, quand j'ai un problème, je dis, je suis dans la merde, j'ai besoin d'un truc. Ils font, utilise ça. C'est bon, moi, j'ai testé les 15, c'est le meilleur. Je les crois sur parole et je les utilise. Mais c'est. Et aujourd'hui, tu as ta boîte. Ouais, bien sûr. J'imagine que tu lis beaucoup Ouais. du fait que tu accompagnes des boîtes sur l'innovation. Bien sûr. Il y a énormément de méthodologies qu'on voit passer en ce moment. Tout à fait. Pour en citer quelques-unes, bien sûr le design thinking qui est Ouais. apparu il y a quelques années, qui Bien arrive sûr. en France Très tard. très Très tard tard. finalement. Ouais. Bien Tu sûr. vas nous en dire un mot sur les Ouais. origines. Ouais, bien sûr. Il y a le Lean Startup qui est apparu. Il y a des méthodes plus classiques qu'on a vu apparaître il y a encore plus longtemps comme l'océan bleu. Ouais, bien sûr. Tout ça, c'est des méthodes que tu utilises au quotidien? Oui, entre autres, et puis on en utilise des dizaines d'autres, Ouais. donc le Customer Development, l'Outcome Driven Innovation, les Balance Scorecard, et puis en fait un ensemble d'outils qui sont plus issus du monde du conseil stratégique, parce qu'en fait ce dont on se rend compte et qui est assez dramatique, c'est qu'aujourd'hui l'innovation c'est plus un théâtre et c'est plus une prétention de beaucoup d'organisations qui ne mesurent pas les résultats et qui en fait ont du mal à quantifier les objectifs recherchés. Et nous, notre travail préalable à l'intervention, et qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment bien effectué, je pense, par beaucoup de gens, c'est l'analyse préalable du périmètre et de l'environnement qui permet d'orienter efficacement les efforts d'innovation des structures, quoi. Donc il y a beaucoup d'outils du conseil stratégique, il y a beaucoup d'outils du design et de la facilitation, et il y a aussi énormément d'outils qui viennent du marketing tactique. Je regarde la bibliothèque en même temps que je te parle. Ouais, c'est ça. Grosso modo, du management de communauté, des modèles décisionnels. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a depuis, je sais pas, alors, au-delà de l'océan Atlantique, ça existe depuis longtemps, mais chez nous, il y a une tendance dans l'accompagnement Ouais, à créer du momentum, c'est-à-dire de plus être en mode réunion cadrée, mais être en mode on vit quelque chose tous ensemble, oui, bien sûr. comme un peu les workshops Ouais.
absolument, oui. qui commencent à voir le jour. Tout à fait. En fait, il y a une vraie possibilité offerte par le format workshop qui sont issus très souvent des méthodologies du design centré utilisateur, mais pas que, et qui permettent effectivement de réunir conjointement. En fait, c'est très drôle parce que oui, on n'en a pas parlé, mais pour les agilistes, par exemple. Ouais. Oui, ça c'est connu, ça. Ouais, voilà, ou pour le lean management, mais c'est basé sur la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu colocalises les personnes dans un même espace et que tu les fais bosser conjointement, tu accélères les prises de décision et tu peux passer en fait beaucoup plus rapidement d'une étape à l'autre. Et donc en fait, c'est un exercice transformationnel parce que tu permets à la fois à des personnes de bosser conjointement dans des temps compressés pour arriver à faire quelque chose de nouveau, et en plus tu les permets elles-mêmes de faire un cheminement mental où elles partent d'une situation d'incompréhension et à la fin elles ont effectué quelque chose ensemble et elles voient mieux, elles ont appris et elles voient mieux de ce dont il s'agit. Alors après, je mettrai un gros bémol à ça parce que moi je suis en lutte contre ça. Il faudrait que je fasse des stickers pour les foutre sur mon ordinateur parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant qu'ils veulent des moments fun et des workshops marrants. Et voilà, parce qu'ils veulent faire des choses pour que les gens ils se sentent bien. Ouais, et en fait, team building, non, et nous en fait clairement nous on combat ça, mais moi je combattrai ça jusqu'à la mort parce que pour moi le workshop, enfin tous les gens qui font des workshops si tu veux et qui les marketent en moment Disneyland, pour moi ils décrédibilisent cette industrie et ils nous donnent vraiment mauvaise presse parce que voilà, un workshop n'est efficace que si tu as fait un travail préalable et que tu as défini très précisément un objectif à atteindre et que tu as quelque chose d'efficient à construire et à produire derrière, quoi. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de dérives de ces techniques aujourd'hui voilà, qui ne sont pas nécessairement voilà, très... Enfin voilà, moi je ne suis pas très à l'aise avec ça. Une des techniques où il faut beaucoup travailler en amont, enfin beaucoup je sais pas, mais en tout cas il faut le préparer, c'est le design sprint. Oui, bien sûr. Donc je mettrai les liens vers le bouquin. Ah oui, non, il faut aller voir. Alors je pense à ça tout de suite, mais j'ai une newsletter qui s'appelle Design Thinking Alumni et j'ai publié il y a quelques semaines un excellent recueil complètement disponible depuis Google qui présente en fait comme ça un ensemble d'outils très 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 documentés, de méthodes et d'exercices qu'on peut utiliser pendant un design sprint jour par jour, rangé, classé. Donc faut que les gens n'hésitent pas à aller voir, tu pourras mettre le lien, c'est très bien foutu. Ouais. Bah, c'est une des méthodes en ce moment qui a le vent en poupe, qui a le vent en poupe, qui est un peu trendy, notamment chez les corpos, pas que, mais toi en ce moment, comment tu vois cette méthode? Est-ce que déjà tu la vois évoluer? Oui, alors énormément. Alors c'est très drôle parce que j'ai eu la chance, l'extrême chance d'intervenir avec un mec, un adorable qui s'appelle Stéphane Cruchon. Ah oui, le Suisse. Ah là, le Suisse. Donc Stéphane qui est vraiment un mec génial et qui lui pour le coup, si tu veux, moi je lui ai dit c'est marrant parce que t'es vraiment Jake Knappiste, tu sais, comme si c'était une religion, parce que lui vraiment il stick to the book, quoi. Et donc tu sais, je le trouvais vachement rigide, pour le coup vachement carré, vachement suisse, tu vois. Et bon, tu bosses avec lui et tu comprends. Moi j'ai pris une grosse claque. J'ai dit, ok, d'accord, il suit le bouquin, mais tu vois vraiment la valeur ajoutée du truc, tu vois pourquoi ça doit durer 5 jours, tu comprends très bien le truc. Et c'est très drôle parce qu'en fait, on se suit depuis des années, et on s'était rencontrés très récemment parce que j'étais intervenu à la conférence Google Design du chapitre de Paris. Et alors, les conférences sont trouvables sur YouTube. La sienne est géniale, c'est comment faire signer les gens pour un design sprint de 5 jours. Tu vois vraiment le mec carré, quoi. Et moi, la mienne, c'est tout l'inverse, et je raconte des cas de Mathias et moi-même où je dis comment nous, on est vraiment deux gitans et qu'on n'a jamais fait un design sprint de 5 jours conventionnel. Et je montre que des exemples de sprint qu'on a twisté, tordu dans tous les sens pour les faire tenir sur 2 jours, 3 jours. Donc, tu vois, moi, je te dirais, ce qui est extrêmement riche dans le design sprint, c'est qu'en fait, c'est un exercice de conception facilité qui respecte le séquencement d'une démarche de design thinking traditionnelle. Jake Knapp, pour plein de raisons, d'excellentes raisons, la dispense sur 5 jours et effectivement ça permet d'arriver sur des aboutissements et des conceptions beaucoup plus fortes, mais ça nécessite une mobilisation conjointe sur 5 jours quand même d'une équipe de 12 personnes, ce qui n'est pas forcément évident. Nous, on utilise énormément de préceptes issus de ce bouquin et de beaucoup d'autres pour faire des ateliers qui sont généralement plus courts, plus intenses, avec plus de monde. Urgence, voilà. Et puis surtout, comme je l'explique dans la conférence, qui traite non pas toute la démarche de conception, mais certaines parties critiques dans lesquelles il faut qu'on fasse intervenir tout le monde, que ce soit pour déterminer le périmètre, déterminer ce qu'il faut concevoir, ou le formaliser et le tester. Tu vois ce que font les Berlinois là, à GN Smart? Oui, celui de 4 jours, bah, j'ai tous les pré-rolls YouTube, bien sûr. Eux, ils sont forts sur le marketing de comment vendre. Si tu veux, ça c'est toute la problématique du produit packagé. Dès qu'un truc devient à la mode, c'est une affaire de buzzword, et après, tous les puristes vont venir te dire, mais c'était pas ce qu'il y avait au départ. Et c'est vrai, est-ce que c'est toujours un design sprint si c'est 4 jours ?
Voilà, bon, bah, il y a des pour, il y a des contre. Moi, je suis très ouvert là-dessus parce que j'ai jamais considéré que suivre rituellement, religieusement une Ouais. méthodologie, c'était gage de qualité. Donc, mais voilà, moi, c'est ma position. Voilà, c'est pas, elle est pas meilleure ni moins bien. C'est juste que je pense que nous, on est designers et qu'avant tout, on attend de nous qu'on s'adapte et que, en fait, non pas on fasse des méthodos pour stick to the book, quoi, mais qu'au contraire, il faut avant tout mettre en œuvre ce qu'il convient de faire pour aider avant tout une personne à atteindre des résultats. En On est là gros, pour ça. on achète chez toi pas un truc sur étagère, on Non. achète toi-même en fait, ta Bien capacité sûr. à résoudre des problèmes. Bah, tous les freelances en fait, hein, mais voilà, c'est ce que nous on dit beaucoup avec mon associé. Voilà, on dit nous on est des orfèvres, on se vend tel que. Mhm. Et donc clairement, moi je suis très fier de dire qu'on n'a jamais pondu 2 fois la même méthodologie d'accompagnement, qu'on n'a jamais mené 2 fois les mêmes ateliers, et qu'en fait nous c'est un travail systématique vraiment de cadrage stratégique amont très fort, ce qui manque cruellement aujourd'hui dans le design. Les designers sont très déconnectés des problématiques business, et je pense que ça nuit beaucoup à la profession et à le fait que ça soit pris au sérieux par les comex. Donc il y a toujours en fait le diag, il y a toujours l'identification du challenge, et après derrière il y a des méthodos qui sont des workshops ou du design centré utilisateur plus classique, mais qui mènera derrière sur la conception d'un produit, un service. Mais voilà, nous on fait du sur-mesure et du sur-mesure seulement. Une question que j'ai Oui, pour toi, bien que sûr. je me pose, c'est est-ce que ça a déjà été expérimenté? Enfin, j'imagine que oui, mais et est-ce que tu crois un peu au design sprint ou l'ergonomie citoyenne, c'est-à-dire ces méthodes-là à des usages au-delà de l'impact, c'est-à-dire des Hmm. usages vraiment de gestion de la cité, c'est-à-dire C'est une bonne. voilà. Alors, j'y crois. Et j'ai l'humilité d'admettre que j'en connais très peu sur le sujet. Par Ok. contre, il faut absolument que tu ailles interviewer Fabrice Lutz. Alors, il faudra que tu ailles à Lyon, Ah pour le ouais, coup. ok. Mais qui, lui, vraiment est Qui un... est Fabrice Lutz? Alors, Fabrice est un des design sprinters français. On a un petit Slack. Il y aura énormément à t'apprendre là-dessus. Ouais, là, en termes de résultats et d'impact, c'est vrai que c'est une méthode qui mériterait de sortir un peu de, de sa zone B2B ou de Oui, sa zone. bah, si tu veux, ce qui est marrant, c'est que même sur le B2B, ce qui est assez surprenant, moi je publie beaucoup d'articles sur mon blog où en fait, grosso modo, je répète ça en boucle. On nous demande souvent d'intervenir dans des projets et nous, en fait, on se rend compte que les 2 questions les plus essentielles sont pas couvertes. Et je pense qu'en fait, aucune démarche de design, quelle qu'elle soit, ne peut être efficace si tu n'as pas répondu à ces 2 questions. Mhm. La première, c'est quel est le désir, la volonté de changement du commanditaire et qu'est-ce qu'on veut observer comme impact consécutivement Oui. à l'intervention, donc quelle sera la mesure effective du Et bien résultat. creuser ça, Ah oui, il y a des parce que- surprises derrière. Ah mais toujours, et surtout Ouais. tu te rends compte que si on n'est pas aligné sur le désir de transformation, Ouais. on n'ira nulle part. Ouais. Et s'il n'est pas explicité, en plus c'est horrible parce que là pour un designer tu tombes dans l'impitoyable j'aime pas, parce qu'en fait le gars, à la fin tu peux pas défendre ton projet en disant et en plus ça fait le café puisque personne n'a dit qu'il fallait que ça fasse le café, donc le type dit vous pouvez le refaire en rouge. Et donc tu dis mais non c'est pas ça le boulot. Et la deuxième chose, qui est quand même assez dramatique aussi, et ça je l'ai beaucoup observé, ça fait partie des dérives que je critique beaucoup, c'est qu'en fait nous on nous dit est-ce que vous voulez pas faire un workshop pour qu'ils imaginent des trucs à produire. On fait génial, est-ce qu'on peut rencontrer l'équipe en charge de la production ultérieure? Est-ce qu'on peut savoir le budget, les contraintes techniques? Est-ce qu'on peut savoir les standards que ces gens-là devront respecter? Comme ça, nous, on l'intègre dans les méthodologies et on est sûr de livrer des abacs, des specs que la prod saura traduire en trucs activables. Et là, les mecs font non, il n'y a pas d'enveloppe et on va rien produire derrière. Tu fais donc c'est génial, tu vas foutre des gens dans une pièce, on va réfléchir et problématiser ensemble, on va définir des challenges, ils vont imaginer des trucs et des pistes de réflexion, tout ça, ça va faire des super belles slides et des pitchs et tout le monde va voir, voilà, et tout le monde dira oh on est content, puis après ça va finir dans un tiroir, ben moi non, je suis désolé, je suis pas Accenture quoi, tu vois, enfin c'est pas, je suis un designer, moi à la fin s'il n'y a pas un truc à produire, il y a un problème, tu vois, et souvent je vois beaucoup de gens, mais c'est un truc très cargo culte qui disent non, non, on va faire un workshop, on va prier très fort et le monde changera. Tu fais non, mec, le workshop c'est le premier maillon d'une très longue chaîne et le gros du budget il va dans la prod. Si t'as pas compris ça, déjà on a un souci. Tu vois, le workshop n'est jamais une fin en soi. Le workshop est un moyen de lancer la production. Encore faut-il qu'on ait prévu l'effort de production derrière. Tu connais des entreprises qui sont un peu qui utilisent en fait ces méthodes-là en interne assez régulièrement. Alors en interne, qui sont bons. oui, j'en connais certaines qui. Parce qu'en France on est bon là-dedans. Alors, bah, c'est une question très large parce que bon. Non, alors, je connais certaines entreprises de certains grands groupes dont je ne peux absolument pas parler car je suis sous NDA, mais qui utilisent le sprint en interne. En fait, alors, il y a les travaux de Dave Gray et de ce qui est fait dans X-Plane aujourd'hui qui sont assez fascinants pour ça, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de personnes en charge de la transformation des organisations ou en charge de l'accompagnement
du changement, on va dire, ouais. dans les organisations, qui utilisent des concepts et des outils, des démarches de design pour animer des réunions, faciliter des ateliers, se mettre d'accord sur la réorganisation de services, sur la réorganisation de produits dans l'organisation. Ça, j'en connais qui le font. Là où on sort d'une démarche de design conventionnelle, et ce qui pêche souvent d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé, ils spécifient, ils envoient à l'IT et puis c'est lettre morte. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est le design n'est qu'au service de la production. La conception est l'esclave de la production. C'est si tu n'intègres pas la production dans ta réflexion, tu vas faire des abacs et des plans et des maquettes et ça sera magnifique. Et on dira, bah, dis-moi, on dirait, c'est vrai, tu dis, ouais, c'est une maquette cliquable. Et après, la production, elle dira, soit on n'a pas le budget, soit on ne sait pas faire ça. Et en fait, ton truc verra jamais le jour. Et ça, pour moi, c'est ce qui différencie encore les gens qui font du design des gens qui prétendent en faire. C'est qu'est-ce qu'on construit à la fin, quoi, vraiment. Ouais. On pourrait en parler pendant des heures du design. On va passer à ta home screen d'iPhone, c'est ça, c'est un iPhone? Ah non, c'est Galaxy 7. Parce que voilà, 7. moi, quand j'ai dû changer de portable, tu vois, par rapport à la discussion du début, moi, j'ai appelé mon associé, voilà, qui est un gros nerd que j'aime. Et voilà, j'ai dit quel smartphone je dois acheter. Et c'est lui qui m'a fait la revue concurrentielle des 10 modèles. Et il m'a dit, mais tu veux quoi? J'ai dit, c'est ça mes critères clés. Il a dit, tu prends celui-là, j'ai pris celui-là, tu vois. Ok. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, je vais regarder. Alors, ça va pas être wow trendy. Je pense que on est vraiment sur de l'outil conventionnel. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de pépites inconnues. Bon, il y a des applications natives Google. Donc, oui, beaucoup. Ouais. Okay. Moi, la suite G-Drive, c'est un must. Voilà, la suite G-Drive. Travailler. Tu as fait un petit dossier travailler. C'est ça, ouais, j'ai un dossier dans lequel je mets. Donc, attends, de mémoire, je vais regarder l'écran en même temps que toi. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a Dropbox. En fait. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est quoi Pop by Marvel. Pop by Marvel. Voilà, c'est une application qui a l'avantage que le premier projet soit gratuit. Et en fait, c'est une application sur simple. C'est-à-dire, c'est une sorte d'InVision, si tu connais, mais immensément simplifiée. Ouais. Donc Pop by exactement. Donc en fait, c'est un truc que je fais souvent faire en atelier pour leur montrer à quel point c'est simple. Au début, je leur montrais des trucs trop compliqués, ça leur faisait peur. Donc maintenant, je leur montre les trucs les plus simples possibles. Ouais. Donc je leur fais dessiner des écrans à la main, au stylo sur des papiers. On ouvre Pop, ils prennent les écrans en photo. Ouais. Après, avec Pop, c'est exactement comme pour PowerPoint, on détermine des zones cliquables et on dit quand j'appuie à cet endroit de la photo, ça appelle l'écran machin. Et donc en fait, en une demi-heure, ils font mumuse avec une application qu'ils ont dessinée au crayon. Et en fait, ils se rendent compte que faire un proto cliquable, c'est pas si difficile. Ouais, donc je m'en sers souvent. C'est faciliter le mode dessin à la main avec une petite surcouche. Ah ouais, c'est... Exactement, voilà, c'est le B à bas, quoi. Ok, top. Alors, sans fioriture. Bon, Dropbox, c'est le backup de toute la boîte, donc ça sauve la vie. Sur ta home screen, t'as pas de truc super. Ah non, moi mais en fait, c'est pareil pour moi. À mon avis, ça doit être pareil pour beaucoup de gens. Moi, j'avais un home screen jusqu'à il y a 2 ans qui était très fouillis. Ouais. Et à la fin, en termes d'usage, tu te dis, il faut qu'il y ait les choses que tu utilises le plus. Ça paraît trivial comme ça, mais moi, ça m'a mis du temps à c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, si tu veux, moi, alors, je vais dériver un peu. Si tu veux, moi, il y a 2 bouquins qui ont changé ma vie. Il y a Rework et il y a Getting Things Done. Et c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai découvert Zapier, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Et donc, en fait, aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de n'avoir à ouvrir aucune application. On reparlera de ces bouquins tout à l'heure. On reparlera après. Ouais. Mais donc, si tu veux, c'est qu'en fait, moi, le boulot, c'est si j'ai de l'information qui doit venir à moi, à un moment donné, je vais recevoir un mail avec un tag et tout. Et donc, je saurai ce que je dois savoir. Donc, en fait, moi, mon boulot, c'est d'ouvrir les applications le moins souvent possible. Ce qui vient à moi arrive dans une seule boîte de destination qui est ma boîte mail, qui gère toute ma vie et tous les aspects de ma vie. Et ça, c'est vraiment un système que j'ai mis en place constitutivement à la lecture de Getting Things Done. D'accord, pour te libérer un maximum. C'est ça, pour en fait me faire le moins distraire possible. Par exemple, là tu vois aussi, j'ai coupé ma sonnerie de portable, je vois pas les notifications des applications non plus. Donc en fait, quand j'ai du temps, je les ouvre et je vois ce que j'ai loupé, mais généralement, j'ai rien loupé. Ça aussi, c'est un sujet qui est très lié à tous nos stacks en général, c'est la part mentale qu'occupent les notifications. Bien sûr. Ça, c'est énorme. Je pourrais t'en parler pendant des heures. J'ai vu une série il y a pas longtemps qui s'appelle Living with Me, je crois que c'est ça, qui est sur Netflix. C'est plus ou moins l'histoire d'un mec qui se retrouve avec son clone. C'est super marrant, c'est avec le mec de Ant-Man. J'irai voir. Moi j'ai trouvé les 2 premiers épisodes très très drôles. Et le mec de Ant-Man il est très drôle en plus, je sais plus comment il s'appelle. Sur la partie des notifs, en fait, c'est une série qui filme l'ambiance d'une chambre à coucher, où c'est l'une des premières fois où je vois un portable sonner ou une notif arriver. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas vu beaucoup de
de réal s'attaquer à retranscrire cette ambiance-là qui finalement est quotidienne Bien depuis sûr, 10 ans ouais, chez qui nous. fait partie de... Et là, ça va, il y a pas de truc qui bip, mais non. chez moi, entre le bruit d'une machine à pain, le bruit d'un portable qui sonne, le bruit on est constamment pollué De bip bip. Ouais, bah nous, enfin, mon associé partage cette vision-là. Lui, il est encore plus extrémiste que moi, mais effectivement, dans les métiers qu'on fait et dans la façon dont qu'on a d'utiliser voilà, nos capacités, le fait de ne pas se faire déranger, enfin, de se faire déranger le moins possible, d'être le moins souvent possible interrompu, ça c'est Jason Fried pour le coup, c'est Rework. Je pense que c'est déterminant dans la qualité du travail qu'on produit, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est quoi Signal? Alors, Signal, c'est un dentifrice. Oui, c'est vrai, c'est ça aussi. Non, alors, mon amoureuse, elle est très préoccupée sur les questions donc, de privacy, confidentialité. Et donc, du coup, on a commencé Signal, qui est une forme de WhatsApp, mais qui n'appartient pas à Facebook et qui est autrement plus sécurisé, normalement, voilà, en termes de chiffrement du message, de bout en bout. Donc, d'accord. on utilise ça pour ce privacy. Voilà. Donc, à fond. Voilà. Ok. Et qui a ses serveurs en Russie, je crois. Voilà, je sais plus. D'accord. Et après, c'est tout. Il n'y a pas grand chose en fait. Non, il n'y a pas des masses de trucs. Non, qu'est-ce que je peux te montrer que j'utilise qui est chouette? Attends, je vais te montrer quand même des trucs. Bon, alors non, ce que j'utilise quotidiennement, c'est LinkedIn, mais voilà, c'est pas une grande surprise. Qu'est-ce qui est chouette? Trendline, je vais pas t'en parler. Citymapper, Daniel en a déjà parlé. Donc Citymapper, c'est beau, c'est la vie. Ouais, a priori. Alors, c'est peut-être là qu'il y a des trucs intéressants. Ah oui, j'ai pas défilé. Oui, non, c'est okay. Ça. Alors, Power Director, ça c'est vraiment génial. Power Director, c'est un freemium, mais la version gratuite est largement suffisante. Ça me permet, maintenant, quand je fais des workshops, de prendre des vidéos au téléphone, de les éditer, de les monter, de rajouter des effets sans quitter le téléphone. Donc en fait, ça te permet de faire du montage vidéo extrêmement basique. Ça rappelle un peu Windows Movie Maker, si tu veux. Mais donc, tu es capable de sortir un format MP4, édité comme ça en 10 minutes. Et donc, du coup, tu montes à la volée en événement. Quoi. Donc, du coup, tu peux faire un petit truc bien sympa. L'équivalent sur iPhone d'iMovie, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Mais bon, moi, je dois trouver des solutions alternatives. Bon, Revolut, que je te présente pas, mais qui change la vie aussi, ça c'est génial. Voictra, qui m'a sauvé la vie au Japon. Je connaissais pas, c'est les Japonais qui m'ont mis sur Voictra. Ça, c'est super. Franchement, ça explose Google Translate. C'est-à-dire que non seulement c'est la traduction, mais en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que tu parles. Ça saisit ton truc, donc t'as pas besoin d'écrire ce que tu veux dire, il comprend. Et en plus, quand il t'a mis la traduction en japonais et que toi, ça te sert à rien, t'appuies sur dire et là t'as un synthétiseur vocal qui le dit en japonais. Et d'expérience, les japonais comprennent. Okay. Donc ça, là, plus d'une fois, ça c'était vraiment chouette comme système de traduction, voilà. Nice. Pour voyager, ouais. Ouais, non, ça c'est surtout dans un pays parce que les japonais sont charmants mais peu anglophones. Là pour le coup, ça, voilà. Okay, ouais. HBR, l'application HBR, indispensable. Ouais. Donc ça, Harvard Business Review. Donc ça c'est plus pour de la lecture, quoi. Avec ça, absolument, dans les transports. Et puis, non, Udemy. Après, voilà, les cours, ouais. Voilà, donc Udemy, voilà, parce que ça, c'est vraiment génial. Avant, je regardais beaucoup YouTube dans les transports. Avec Udemy, en plus, l'application, ce qui est cool, c'est que une fois que tu as le MOOC, tu peux download les fichiers directement sur le portable. Ce qui fait que tu n'es plus dépendant de la 4G. Et donc, voilà, tu prédownloads ta liste de lecture. Là, tu sais que tu en as pour 1 heure de trajet. Tu mets play et pouf, tu as ton MOOC et il n'y a pas d'interruption. Et c'est cool. Smart Switch, c'est quoi? Alors, Smart Switch, il est où? Là. Et c'est un truc que j'ai téléchargé il y a longtemps et je me rappelle même plus de ce que ça fait. Ça se trouve, ça n'existe plus. Voilà, si ça se trouve, non, j'en sais rien. Et j'irai vérifier une fois qu'on se sera parlé parce que je sais même plus. J'avais vu quelque chose avant. RD client, ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est un truc qu'on a dû me faire installer une fois. C'est un raccourci de. Non, c'est la remote. En fait, ça, oui, excuse-moi, c'est remote. Donc en fait, c'est tout con. Mais il y en a 12 000 aussi. C'est un truc qui te permet de, tu sais, quand t'as pas de télécommande PowerPoint. Ah oui, d'accord. Clac, et flèche suivante, flèche suivante, ça te fait ta remote sur PowerPoint. Ok, et puis qu'est-ce que t'as d'autre? Non, après, voilà, oui, non, c'est relativement austère. Ok, super. Voilà. Epiphany Book, est-ce que tu es du type à avoir des révélations quand tu lis? A priori, un petit peu quand même. Tout le temps. Tout le temps, c'est pour ça, faire une shortlist, ça va être très difficile. Vas-y, lâche-toi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui demandent et qui redemandent cette partie-là, donc lâche-toi. Une thématique particulière peut-être qui t'intéresserait plus que d'autres pour que je fasse le tri? Comme tu es dans l'innovation, on peut partir sur les bouquins d'innovation. Après, je t'ai su freelance, donc peut-être que des choses qui peuvent aider les indés ou... Oui. Alors, sur le freelancing,
Oh là là, j'en ai lu tellement. C'est quoi les bouquins pour toi qui t'ont à un moment donné? Tu parlais d'un bouquin qui t'avait sur Getting Done. Ah ouais, alors alors, il y a Get Things Done. Get Things Done. Alors, ouais, attends, j'ai parlé de ça. Attends, je note un autre truc avant, comme ça j'oublie pas. Ouais. Rework. Ouais, Rework. Alors, Getting Things Done, c'est tout con. C'est un bouquin qui se lit vite. Et en vrai, pour les feignants, autour de la 40e page, il y a un schéma qui récapitule le bouquin. C'est-à-dire que si tu apprends le schéma par cœur, tu n'as pas besoin de lire le bouquin. Comme beaucoup de bouquins ricains. Ah oui, on est d'accord. Donc, en fait, si tu veux, Getting Things Done, c'est un truc tout bête. C'est qu'en fait, et ce qui ressemble énormément au design, c'est-à-dire qu'en fait, ça part du principe que tu peux pas être en pensée divergente et convergente en même temps. Donc, en fait, Getting Things Done, c'est juste un truc qui dit... tu minimises l'interruption et pour ne plus avoir peur d'oublier les choses, tu construis un système qui permet que tout ce que tu dois faire arrive à un seul endroit et ensuite tu organises rituellement, ça ressemble beaucoup au Kanban ou à l'Agile en fait, la revue quotidienne de ce que tu dois faire, tu le planifies calendairement et après tu n'as plus jamais peur de rien oublier parce que tout ce que tu dois faire sur tous les aspects de ta vie est forcément dans ton calendrier quelque part. Il y a une case. Voilà, et donc tu y penses quand c'est le moment de déclenchement de la tâche dans ton calendrier. Et donc ça te permet, si tu veux, de plus, moi, tu vois, depuis que je l'utilise, ça fait 5 ans, je n'ai plus peur en 5 ans d'avoir oublié quelque chose d'important. Jamais. Donc ça peut être hyper contraignant quand tu le mets. T'as un exemple, un truc comme ça Mais tout, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, que ce soit prévoir les vacances, partir en voyage, répondre à un appel d'offres, rappeler telle personne, gérer tel truc avec le comptable. Toute ma vie est organisée, si tu veux, et donc je sais que la totalité de ce qui concerne la gestion de mes entreprises, de mes clients, de ma vie personnelle, tout est dans le même système. Donc du coup, tant que ce système, en fait, l'analogie qu'il donne, c'est en fait, ton cerveau ne doit pas te servir à te rappeler des choses à faire. Tu dois avoir un système à l'extérieur de toi qui est le tien, job à ta place. Mais voilà, qui te dit à tout moment ce que tu es censé faire, et ça ne doit pas être une to-do list. Ah oui. Parce que si tu veux, la to-do list a une taille virtuellement infinie, et donc après tu finis avec des milliers d'items que en fait tu sais plus bien prioriser. Et donc dès que tu es capable de quantifier le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches et de les prioriser, tu sais que quoi que ce soit que tu es en train de faire, tu es en train de faire effectivement la chose la plus importante. Donc c'est vraiment un système de priorisation qui est très puissant. Donc ça, ouais, dans Getting Things Done, je pense que ça fait gagner beaucoup de temps, surtout quand en plus tu as le luxe d'être responsable de ton emploi du temps parce que tu es indépendant. Donc c'est à toi de prioriser les choses à faire, quoi. Donc c'est clairement. Ça, tu le recommanderais? Ah ouais, non, ça ouais. Mais la méthode, de toute façon, elle est hyper. Elle est pas uniquement applicable au boulot. Enfin, non, c'est ta vie. Je crois que le mec, quand il écrit, oui, c'est ta vie. C'est ta vie. Ta vie, c'est les tâches que tu mets dans ton calendrier, tu vois. Mais ce qui est dingue, c'est que tu peux mettre des trucs comme. Alors moi, ça me concerne pas, mais tu peux mettre passer du temps avec mes enfants dans ton calendrier. Et donc, du coup, quand il y a la tâche passer du temps avec mes enfants, en fait, t'arrêtes de mater tes notifications, t'arrêtes de dire, tiens, je vais bosser un peu. Tu dis, non, en fait, non. Là, maintenant, ce qui est important, en fait, en vrai, c'est passer du temps avec mes enfants. Et donc, tu y es vraiment. Parce que, en fait, ça te permet juste de te rappeler, ça te rappelle pas seulement des choses à faire et des trucs ingrats du boulot. C'est aussi des trucs de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et en fait, juste, c'est aussi des reminders qui disent, attends, mec, il n'y a pas que le boulot dans la vie. Rappelle-toi que ça, si tu négliges, si tu fais pas ton sport cette semaine, au bout d'un moment, si tu veux, tu vas mal le vivre, en fait. Donc, ça t'oblige aussi à garder un œil sur ce qui est important. Qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, ouais, non, le signe noir. J'ai je t'en prie, ouais. Alors, le signe noir de Nassim Nicolas Taleb, ça Black c'est... Swan. Ouais, Black Swan, ouais. Alors, et un bouquin extraordinaire. Alors là, je l'ai prêté, donc il n'est pas dans la biblio, mais j'y pense quand même. Qui a changé complètement. Là, tu vois, on parle de groundbreaking, ça a changé ma vision du monde complètement, Black Swan. Parce qu'en fait, si tu veux, ça te permet de comprendre que le risque maîtrisé est une illusion. Et ça, quand tu es freelance, je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une analogie qu'il fait, lui, il est philosophe / économiste / trader. Donc du coup, il utilise une analogie boursière. Et il dit, ta vie, c'est 90% de bons du trésor américain. Donc il y a 90% de ta vie, tu les mets sur les trucs les moins risqués au monde possible, dans des actions hyper prédictibles dont tu peux anticiper les résultats, même si la rémunération est faible, on est en termes d'effet de levier. Et 10%, c'est les actions les plus risquées du monde. Donc tu prends un portefeuille avec 10% de tes ressources et tu les ventiles sur les trucs les plus absurdes, qui n'ont aucun sens, dont tu ne comprends pas l'utilité. Pourquoi ? Parce qu'il se pourrait qu'accidentellement, avoir trempé dans un projet qui ressemblait à rien, avoir... Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais des fois, ça peut ouvrir une porte sur un truc extraordinaire, tu vois. Et en fait, c'est intéressant parce que ça te pousse à ne pas chercher l'eau tiède, tu vois, le risque 5 sur 10. Soit tu sécurises une grosse partie de ta vie à du 1 sur 10, et par contre 10% de ton temps, et je pense que c'est une bonne philosophie quand tu es freelance, tu fais vraiment... on te propose un truc, tu le prends. Même c'est pas payé, même tu ne te fais pas sur queue et tout, tu le prends, tu essayes de le faire.
Et voilà, et parce qu'on sait jamais en fait, tu vois, ça fait partie de ces portes Tu aléatoires apprends, que tu peux. aussi, ça Déjà, permet. t'apprends, Ouais. et puis des fois, ça peut t'amener beaucoup plus loin que ce que tu pensais. D'accord, donc Black Swan, ça parle de cette partie C'est des, philosophique. des 10% en particulier. Non, en fait, ça parle de. Alors, c'est intéressant. La moitié du bouquin parle de l'illusion de la maîtrise du risque, D'accord. et l'autre moitié t'apprend à penser comme un opériste logique. Donc et c'est très drôle. Enfin, c'est très. J'imagine que c'est fondé sur ces expériences de. Ouais, puis il y a beaucoup De traders, peut-être. Non, puis même il y a beaucoup d'appels à des philosophes antiques. Il y a beaucoup. En fait, c'est vraiment C'est complet, ouais. Ah ouais, c'est très complet. Ok. C'est très drôle. What's next, c'est quoi ça? Alors, non, ça c'est pas la peine. On mettra pas. Attends, qu'est-ce que t'as d'autre? Linchpin de cette gueule. Ah, bon bah ouais, non mais Seth Godin, lui, faut pas me lancer sur Seth Godin. Moi c'est... Alors, qui est Seth Godin, tu peux rappeler? Aïe. Donc Steph Cruchon, il est Jake Nappiste et moi je suis Seth Godiniste. Ok, d'accord. Donc Seth Godin, c'est un auteur américain qui doit en être à son, je sais pas, 20e best-seller maintenant, qui a écrit énormément sur le marketing. Et non, bah si, alors je pourrais citer plein de bouquins. Bon, Linchpin est génial. Permission Marketing, il a beaucoup vieilli parce qu'il date du début des années 2000, mais il est essentiel. Et son dernier ouvrage, dans lequel j'ai l'honneur d'apparaître furtivement, je te montrerai après, mais tu vois, il y a un truc, s'appelle This is Marketing. Et Ok. donc ça, c'est pas mal du tout, parce que, tu vois, je dirais que pour quelqu'un qui a jamais lu Seth Godin, c'est pas mal de commencer par This is Marketing, parce que en fait, il récapitule énormément de concepts qu'il a préalablement développés dans les 2 dizaines de bouquins précédents. Donc l'avantage, c'est que, alors c'est basé sur un cours en ligne qu'il fait, que j'ai eu l'honneur de suivre, dont j'ai eu l'honneur de suivre la première version, qui s'appelle le Marketing Seminar, qui pour le coup est très bien. Et voilà, en fait, c'est une sorte de méthodologie, tu vois, sur lequel comment tu construis un positionnement, une marque, une proposition de valeur, comment en fait, et bien justement, t'engages peu à peu une communauté autour de toi et tu construis de la confiance pour développer quelque chose. D'accord. Donc c'est This is Marketing, un bon bouquin pour commencer Seth Godin. Ouais. Puis bien sûr son blog sur lequel il publie quotidiennement. Un bouquin alors, dont les tips en termes de hack ont un peu vieilli mais dont la philosophie est excellente et qui toi va beaucoup te plaire, c'est Content.inc de Joe Pulizzi, je vais te le chercher. Ouais. Content.inc. Donc Content.inc de Joe Pulizzi. Joe Pulizzi, c'est un mec qui a créé le Content Marketing Institute. Tu les achètes physiquement? Ouais, non, moi je suis métier, moi je suis un conservateur. Et tu recommanderais de faire ça? Parce que moi, c'est souvent une question que je me pose. Bah, moi j'aime plier mes pages, j'aime annoter, j'aime manipuler les bouquins. Et surtout. C'est lourd. C'est pas grave, c'est pas grave. Okay. En fait, si tu veux, non mais moi c'est un truc tout con. Bah tu vois, là il faudrait que tu décrives à tes auditeurs notre bureau. Mais tu vois, ce qui est vraiment important dans le design, et je pense que c'est un élément fondamental, c'est qu'en fait, comme on pense en arborescence et comme on pense de façon macro, à un moment donné, si on veut faire les liens et les connexions, faut être visuel. Et il faut tout foutre au même endroit sur le mur. Tu sais, moi, c'est ce que je dis à chaque... D'un côté, tu as un mur là pour dire aux gens, avec énormément de modèles. Et de modèles sur un tableau Velleda, de papier. C'est sûr. Mais c'est parce que nous, très visuel. On fait de l'abduction. Et en face, finalement, tu as ta bibli. C'est ça. Et donc, donc, si tu veux, moi, il n'y a rien que j'aime plus que préparer une conférence ou un cours et ressortir les 15 bouquins sur lesquels je vais me baser et ouvrir tous les bouquins par terre, tu vois. Et en fait, je suis vraiment persuadé que c'est cette capacité à naviguer dans tous les bouquins, alors que si j'avais un iPad ou un Kindle, ben en fait, jamais j'aurais cette vision holistique des trucs. Je pourrais jamais naviguer de l'un à l'autre facilement comme ça. Et je pense que vraiment la lecture sur support physique amène un vrai plus. Et qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Donc, alors, on rappelle le titre Content Inc. Content Inc. Okay. Donc, Joe Pulizzi, en fait, c'est vraiment... comment on pourrait dire ça? C'est un type qui a commencé dans le blogging au début des années 2000, donc c'était il y a très longtemps. Et en fait, lui, ce qu'il défend, et qui est complètement cohérent quand tu vois le succès des Twitchers ou des YouTubers aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un produit, le plus important, c'est d'avoir une communauté. Et pour avoir une communauté, en fait, le plus important, et ça c'est vraiment du permission marketing, c'est de faire du contenu, et c'est d'adresser de façon, sur une niche et de façon ciblée, de façon régulière et intéressante, un contenu activable vers une audience qui en fait va légitimer par sa lecture et son feedback ta crédibilité, ton expertise, et donc en fait qui va peu à peu construire ta notoriété, et qu'en fait aussitôt, enfin après un certain temps, alors c'est très long, c'est vraiment un jeu à très long terme, quand tu seras devenu une personne de référence parce que tu prends la peine de publier à intervalles réguliers du contenu vers une audience ciblée et que tu auras gagné le respect et l'estime de ces personnes, tu auras la possibilité de les faire venir autour de toi et réfléchir ensemble, de les interroger aussi sur leurs besoins et de dire pourquoi on ne ferait pas cette proposition de service, pourquoi on ne ferait pas ce produit pour vous, et là tu gagneras leur confiance. Alors est-ce qu'il parle de communauté au sens d'audience ou au sens d'interaction entre les membres entre eux? Parce qu'il y a toujours ce jeu sur les mots qui en français est plus problématique, j'imagine,
qu'en anglais, Ouais. mais quand on dit communauté et qu'on parle de content marketing, Ouais, on parle d'un segment plus que d'une d'un- communauté. d'infos qui partent du haut pour atteindre des cibles qui ne se connaissent pas forcément entre elles. Et en fait, je ne connais pas le bouquin, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tu construis une communauté qui commence avec une audience Ouais. jusqu'à des gens qui se croisent Ouais. qui se partagent des infos et qui font en gros du co-learning ensemble. Et je ne sais pas si c'est expliqué ça. Alors, pas là-dedans. spécifiquement dans le On bouquin, est- parce que ouais. lui, vraiment, son boulot, c'est le content. Donc, en fait, Ok. lui, c'est vraiment ta Vraiment. strate de content. Ok. Mais c'est... et surtout, le plus intéressant, c'est la première moitié du bouquin qui est vraiment sur la définition de ta tonalité et ton orientation. Mm. Pour vraiment... Parce que tu vois, lui, en fait... alors, je vais finir sur lui, après, on va parler d'un autre bouquin qui parle spécifiquement du point que tu as adressé. Ouais. Lui, tu vois, ce qu'il dit qui est intéressant, c'est... Parce qu'il fait des workshops maintenant dans le monde entier. D'accord. Et il dit à tout le monde qui fait du content marketing pour driver de la demande. Et donc tout le monde lève la main. Et il fait OK, maintenant, qui fait du content marketing qu'on ne trouve sur aucun blog d'aucun concurrent et dans lequel on apprend des choses qu'on n'aurait pas pu apprendre ailleurs. Et tout le monde baisse la main. Et il dit on a un problème. Et donc, si tu veux, lui, son obsession et le vrai travail, donc c'est très chiant, mais c'est génial à faire, c'est que quand tu as fait vraiment son boulot et que tu as suivi les trucs, au bout d'un moment, en fait, tu deviens tellement précis et tu vas tellement prendre un angle éditorial donné sur lequel il y a un vrai besoin par rapport aux personnes que tu vises, parce que tu dis effectivement, moi, si on vient me voir, on verra certaines choses, on apprendra certaines choses qu'on ne peut pas apprendre d'une autre façon. Et là, tu commences à donner énormément de valeur à ton contenu. Oui. Pour répondre à ta question sur les mouvements au sein d'une communauté, alors un bouquin qui est Tribe, plutôt ouais. inspirationnel que didactique, mais qui situe très bien avec énormément d'exemples, c'est Tribe, une nouvelle fois de Seth Godin, et qui lui effectivement te dit si tu drives une communauté, il y a 4 mouvements clés qu'il faut stimuler. Le mouvement descendant de toi vers la communauté pour leur offrir des choses, le mouvement ascendant de la communauté vers toi pour recueillir leurs besoins, le mouvement transverse de la communauté entre elles en connectant un maximum ses membres les uns aux autres pour créer de la résilience et de la diffusion, et puis et le mouvement qui est trop souvent mis en avant alors que c'est peut-être le moins important, l'interaction globale entre toi, ta communauté et le monde extérieur. Ouais, c'est le passage vraiment du digital à l'IRL, enfin tout ce qui est communauté. l'IRL, tu peux le faire ici. L'IRL, tu peux le faire dans le... En fait, si tu veux, une communauté, c'est un ensemble de personnes qui est préalablement concerné par un ensemble de problèmes communs ou une obsession commune pour une thématique particulière. Et toi, tu peux la leader et tu peux la mener en lui rendant service. C'est-à-dire que tu vas voir ces personnes-là et tu dis... voilà, moi j'ai juste pensé que ça serait cool de faire cet événement ce week-end pour qu'on se réunisse tous. Moi j'ai pensé que ça serait cool de faire cette newsletter pour que vous ayez accès à cette information. J'ai pensé que ça serait cool de faire ce PDF où je récapitule des trucs qui vous intéressent. Et les gens ils te disent merci. Et au bout d'un moment en fait tu crées du lien et tu tisses en fait de la connexion récurrente avec ces personnes. Puis tu les fais communiquer les uns avec les autres de façon physique. Tu peux faire du Skype, tu peux faire un réseau social, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu penses que là, il y a quelques années, bon c'est encore le cas, on parlait d'agent entrepreneurial. Ouais. Peut-être dans une petite communauté, mais en tout cas on en parle. Ouais. Est-ce qu'on ne rentre pas dans un âge d'or des communautés? C'est-à-dire, Oui. en gros, est-ce que le nouveau leadership, les nouveaux leaders, c'est ceux qui savent construire des communautés? C'est pire que ça, parce que je pense que ton analyse elle est extrêmement correcte et je vais la pousser encore plus loin. Dans un monde complètement horizontalisé dans lequel les nœuds de réseau disparaissent, la valeur la plus importante c'est la confiance. Oui. Et en fait, comme les gens peuvent choisir librement de te suivre ou de ne pas te suivre, quiconque est capable d'agréger autour de lui énormément de personnes concernées par des thématiques ou des problèmes communs qui lui font confiance, possède en fait un pouvoir d'influence. Et il peut utiliser de ce pouvoir pour défendre un projet politique, pour défendre une activité économique, pour défendre n'importe quelle forme de changement sociétal, de quel ordre qu'il soit. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a plein de personnes qui ne seraient pas légitimes dans l'ancien monde et qui n'ont pas fait les études qu'il faut, qui n'ont pas les connexions qu'il faut, qui n'ont pas le réseau par la naissance qu'il faut, et qui pourtant, dans énormément de domaines, ont gagné des légitimités extraordinairement puissantes et sont parfois aujourd'hui plus influents que certaines grandes multinationales. Donc, tu vois, l'exemple qu'on prend tout le temps, mais qui marche très bien, même si les plus de 40 ans ne connaissent pas, c'est que tu prends un mec comme PewDiePie. Donc PewDiePie, aujourd'hui, il est responsable indirectement de la vente de bien plus de jeux vidéo que jeuxvideo.com et tous les portails d'information réunis.
compagnie. Donc pour nos auditeurs les plus âgés, PewDiePie, c'est un mec qui joue aux jeux vidéo sur YouTube et qui est suivi et qui a été pendant très longtemps, je crois qu'il a été doublé maintenant par un Indien, mais qui a pendant été très longtemps, je crois, la chaîne YouTube la plus suivie du monde, quoi. Et voilà, donc juste un mec qui a commencé à faire des let's play, donc à jouer, à se filmer en même temps, et qui a en fait, comme était un des premiers à s'y mettre, a été très régulier dans son contenu et très en interaction avec les gens qui le suivaient. Quand on parle d'influenceurs, on parle de leader de communauté, quoi. C'est ça, mais en fait, si tu veux, je pense que les personnes qui gagnent ce statut et qui le défendent dans la durée sont des personnes qui sont authentiquement, moi c'est ce que j'appelle, enfin c'est pas comme ça que j'appelle, c'est un terme sur lequel je suis tombé un jour et que j'aime beaucoup, qui s'appelle servant leader, le servant leadership. Et je pense qu'en fait, si tu veux, moi j'aime beaucoup, alors je déteste placer les aphorismes américains, mais leader it last, quoi. C'est-à-dire en fait, je pense que si tu veux, pour moi un leader c'est avant tout quelqu'un qui a un intérêt sincère pour une communauté préconstituée, ça c'est important, de personnes que lui voit, qui sont parfois pas connectées entre elles, mais qui dit voilà, je vais vous aider à atteindre ce que vous avez préalablement décidé qu'il était important d'atteindre pour vous, et qui les aide à s'organiser, à se mettre en marche, mais non pas pour faire sa volonté, mais en fait pour leur donner les moyens d'accomplir ce qu'ils avaient préalablement décidé qui était la chose à faire. Mais on est au cœur du sujet du leadership finalement. Complètement. Et je pense qu'en fait, l'intelligence de beaucoup de nouvelles formes d'organisation, c'est en fait de pouvoir driver, de pouvoir vraiment conduire des personnes et de les impliquer dans des projets en leur faisant émerger le sens, les fonctionnalités, en maximisant les responsabilités qu'on les confie, parce qu'on est capable de les faire œuvrer ensemble dans une direction commune, dans une direction qui fait sens pour elles. Et sur ce côté de community building, je prends l'exemple des startups. Bon, certaines idées startups, je sais que tu en accompagnes. Plusieurs centaines par an. Donc nous, on voit passer beaucoup de trucs. Il y a quand même beaucoup d'idées qui finalement sont dans les premiers jours sont hyper brandées, hyper conceptualisées. Et en fait, on se dit que les fondateurs feraient mieux d'avoir un nom pourri avec un groupe Facebook pourri, bien sûr. Et de chercher à construire une communauté. Alors je parle, ça vaut plus sur les idées de marketplace ou même pas ou sur des apps, mais commencer par construire une communauté avant même. C'est tellement. Et donc pourquoi, la question que je te pose, c'est s'il y a une école, s'il y a des écoles d'entrepreneurs pour apprendre un peu l'exécution. Pourquoi il n'y a pas d'école du community building? C'est une bonne question. Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Et après, je parlerai d'un autre bouquin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu te penches sur le Customer Development, qui est le papa du Lean Startup, tu comprends un truc fondamental. Et Steve Blank, un blog à suivre absolument si vous êtes entrepreneur, Steve Blank, en parle extrêmement bien. En fait, le luxe qu'amène le Lean Startup, parce que, bon, regarde, tu crées une nouvelle boîte. Vous êtes 3 abrutis dans un garage, d'accord, vaguement rasés avec des hoodies. Donc personne n'a la moindre raison de vous faire confiance. Et vous arrivez et vous dites on a créé un nouveau produit, une nouvelle offre qui rentre en plus en compétition semi-indirecte avec plein d'acteurs autrement mieux installés, avec des propositions autrement plus crédibles. Mais nous on va le faire mieux, faites-nous confiance. Bon, chaud quoi. Donc, et pourquoi que c'est important d'aller parler à plein de gens et de leur poser des questions et d'interagir avec eux? Parce qu'en fait, quand tu as rencontré un type autour d'un café 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est des dates en fait. Bon bah t'es peut-être plus disposé à finalement faire partie des alphas ou des bêta-testeurs du bidule. Parce que tu dis, c'est vrai, c'est 3 abrutis dans un garage, mais ils ont pas l'air cons quand même, ils ont l'air d'avoir une idée qui tient la route, tiens on va leur donner un peu plus de temps pour essayer. Et en fait, si tu sais pas bâtir des communautés et de l'engagement relationnel humain, quitte l'entrepreneuriat tout de suite. Parce que tes 100 premiers clients, quel que soit ton produit, tu vas aller les chercher à la main mon pote. Donc et tu vas le vendre, mais vraiment comme Don Bradman dans Mad Men, et tu vas le vendre à la mano, parce que si tu veux, et par contre après, si tu es intelligent, tu vas utiliser le succès de tes 100 premiers consommateurs et la visibilisation de la transformation heureuse que tu as produit dans leur vie grâce à ton offre, et c'est eux qui vont aller vendre ton produit à la suite. Mais si tu veux, faut pas se leurrer. N'importe quel entrepreneur qui se lance doit être un cadre de l'engagement émotionnel humain et être un pro dans la génération de relations de confiance. Parce que quand tu commences, tu as 0. Et ça vaut pour des startups, mais ça vaut pour une asso qui se crée. Tout. Ça vaut pour un manager qui voudrait fédérer autour de lui autrement les personnes qu'il pilote. Absolument. Donc en fait, il manque une école de leadership. Et oui, et c'est normal. En France ? Peut-être. Partout. Partout. Parce que si tu veux, c'est ça qui est assez marrant.
Alors là, c'est l'instant psycho à 2 balles, le café du commerce. L'être humain, la peur d'être rejeté, c'est l'une des peurs les plus fortes. Et c'est quelque chose qu'on apprend très jeune, et c'est quelque chose qu'on fuit toute sa vie. Et être rejeté, c'est lever la main et proposer une idée nouvelle au monde, et le monde, il dit, j'en ai rien à foutre. Et donc toi, tu es tout seul dans ta chambre, et tu écoutes du Radiohead, et tu chiales, parce que le monde ne comprend pas. Et donc en fait, si tu veux, faut pas se leurrer. Si tu essayes de changer n'importe quel statu quo, tu fais chier des gens. Et donc, plus tu vas essayer de provoquer un changement important, plus tu vas te prendre des vagues de rejet fortes. C'est normal, c'est même un bon signe. Si tu fais chier personne, ça veut dire que tu n'es pas en train d'entreprendre. Mais si tu es résilient, et c'est même pas tu as un effet de levier qui est énorme. En fait, il faut apprendre à ne pas prendre personnellement le rejet. Ce que les commerciaux, en fait... C'est super chaud. Mais si tu veux... C'est difficile. Hein, moi, il y a une école des commerciaux que j'aime beaucoup. C'est les mecs, tu sais, ils te disent, en moyenne, il faut 10 noms pour faire un oui. Donc eux, ils font du cold calling, tu vois, ils appellent ou du mailing. Les mecs disent, va te faire foutre, je suis pas intéressé. Ils raccrochent. Le gars, il fait, yes, un nom de plus, tu vois. Parce que le gars, il sait que dans 10 noms, il aura un oui, tu vois. Donc le nom n'est pas un problème. Le nom, c'est celui qu'il faut. Il en faut 10 pour faire un oui. Donc c'est bien un nom, tu vois. Et donc c'est le... Faut tanner le cuir, quoi. En fait, il faut bien distinguer soi-même des idées qu'on met sur la ligne, et il faut être capable de réaliser que le plus important n'est pas de pousser sa vision, mais de comprendre, et ça, This is Marketing en parle énormément, le besoin authentique, sincère, nécessaire des personnes avec lesquelles tu t'engages, et qu'en fait, le vrai entrepreneur, ou le vrai homme politique, la vraie femme politique, il faut qu'on parle plus au féminin aussi, la vraie personne qui produit un changement ne pousse pas ses idées. Elle trouve des personnes, elle se met à leur service et elle les fait avancer ensemble dans une direction. Donc vraiment, dernier bouquin, Vibration en français, Résonance en anglais, de Nancy Duarte, D-U-A-R-T-E. Et donc ça, c'est le bouquin qu'il faut lire. Si vous prenez la parole en public, que vous faites des présentations, des talks, des conférences, c'est la Bible. C'est-à-dire, j'en ai lu, franchement, des bouquins, sur ça, j'en ai lu une vingtaine. Ce bouquin-là synthétise les meilleurs conseils et les meilleures techniques que j'ai jamais vues sur le sujet. D'accord. Donc voilà, très bon. En fait, ça donne vraiment des éléments extrêmement structurants pour la prise de parole. Ok, super. Alors maintenant, ton stack métier. C'est-à-dire, en gros, si tu avais à nous donner, à ouvrir ta besace d'accompagnateur sur l'innovation, tu conseillerais quoi en termes de soft ? En termes de, disons, des outils et les méthodes que tu utilises le plus au quotidien. Ok. Alors, une bonne question ça. Alors, il y a déjà un super bouquin, c'est 101 Design Method. Ça faut lire, super bouquin avec énormément d'idées, d'exercices. Un autre bouquin qui s'appelle Gamestorming de Dave Gray qui est très bien aussi avec énormément d'exercices. Gamestorming, il est très bien. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour les bouquins. Qu'est-ce qu'il y a dans ma besace ? Dans ma besace, il y a... du Google Drive. Ouais, ça c'est à fond. Mais avec les gens... il y a aussi beaucoup de papier et beaucoup de stylos. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est un asset énorme. Du designer, oui. C'est le gros asset du designer, d'être visuel et de... Mon seul boulot, moi, c'est aider les gens à créer des modèles de représentation communs. Donc c'est des façons de réaliser ce qu'ils font tous et toutes ensemble et pour prendre les meilleures décisions. Donc il faut les faire dessiner et il faut les faire cultiver des trucs sur papier avant de passer à l'écran. Parce qu'en fait... il n'y a pas plus rapide que la main au stylo et il n'y a pas plus facile à corriger que la main au stylo. Dès que tu commences à rentrer trop tôt dans l'interface et dans l'ordinateur, tout devient infiniment plus compliqué. Donc moi je privilégie en fait le crayon de jusque très 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 loin, quoi. Et les gens en face de toi ne trouvent pas ça trivial a priori ? Au début oui. Et en fait souvent quand il y en a un qui ne croit pas, je dis fous-toi sur l'ordinateur, c'est pas grave, tu vas nous rejoindre. Et puis nous quand on a terminé, lui au 10e de la tâche, et puis voilà il comprend en fait. C'est pas grave. Donc ça me permet de leur faire comprendre plus vite tout ce que je veux dire. WhatsApp, moi j'ai réalisé que le relationnel client sur WhatsApp ça marche vraiment très bien. Donc je fais beaucoup de groupes de clients, beaucoup de groupes sur lesquels on échange des pratiques, des ressources, etc. Donc moi clairement WhatsApp c'est un outil majeur, c'est mon CRM aujourd'hui. Je gère vraiment, WhatsApp c'est vraiment mon outil de gestion de relation client. Quand j'ai terminé de répondre à tout le monde sur WhatsApp, je sais que c'est vrai que c'est rentré c'est un peu mainstream. Ils l'ont tous maintenant. C'est bien ça. Et si tu veux c'est assez génial parce que beaucoup plus que Slack, quoi. Non mais alors Slack tu vois typiquement. Pour moi, Slack, c'est l'anti-WhatsApp. C'est-à-dire que le fait qu'on ne puisse pas faire de channel sur WhatsApp, mais seulement des groupes de conversation,
ça oblige à être synthétique et faire seulement les groupes qui doivent être faits. Alors que dans Slack, le fait que les channels puissent être virtuellement illimités, pour moi, c'est le début de la merde. Slack, j'adorais au début, et maintenant, je le fuis comme la peste. Tout Slack, il y a 157 notifications. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Donc, moi, je suis beaucoup plus... j'aime bien WhatsApp parce que justement, tu peux pas trop creuser. Super. Sinon, alors Zapier et IFTTT. Alors moi, ça m'a pris des années pour faire ça, mais en fait, grosso modo... surtout avec IFTTT à l'époque, et alors Zapier maintenant est arrivé, ça a révolutionné, c'est le seul logiciel pour lequel je paierai jamais, c'est Zapier. Si tu veux, c'est qu'en fait tu peux vraiment construire de façon extrêmement précise et customisable un système de veille de l'internet avec Zapier, en suivant le RSS ou en suivant des sites ou en suivant des features, ce qui fait que du coup, si tu veux rester en veille sur un écosystème, un secteur, un segment, tu peux vraiment avoir tout l'internet qui remonte à toi dans ta boîte mail quand tu veux, quoi. Et donc Zapier, t'articules des applications entre elles. Zapier, c'est 1500 applications dont les API sont ouvertes. Et donc Zapier, c'est, pour des gens qui ne savent pas coder, un éditeur drag and drop tout con dans lequel tu peux dire si un trigger arrive dans une application, dans un système A, provoquer un événement dans un système B. Et donc du coup, tu peux tout faire. Si quelqu'un te tag sur une photo Facebook, la sauver automatiquement dans Evernote. Si ce mot-là apparaît sur tel blog, t'envoyer un mail de machin. C'est des recettes, quoi. C'est des recycles. Comme IFTTT, donc if this, then that. If this, then that, voilà, que j'utilise depuis les premiers jours, quoi. Et, c'est pas un peu redondant avec Zapier ? Si, complètement. Mais alors moi, IFTTT, j'utilise depuis, 2009. Et quand Zapier est arrivé, c'était IFTTT mais sous stéroïdes, quoi. Tu vois, j'ai pété un câble, quoi. Mais voilà. DoButton, tu connais ? Non, ça je connais pas. Vas-y, raconte. Donc DoButton, c'est by IFTTT. D'accord. Et en fait, ça te permet de configurer un bouton et de mettre derrière ce que tu veux. D'accord. Notamment, moi je l'avais utilisé en mettant un mail qui partait directement à ma femme avec la position dans laquelle j'étais. D'accord, et le bouton il apparaît où sur ton téléphone ? En raccourci sur ton téléphone. Ah, génial. Donc tu appuies au moment où tu pars du boulot et ça envoie l'adresse où je suis. Donc faut pas se tromper, faut savoir vraiment. Ah oui, voilà, oui, non, mais c'est malin, le coup du bouton en raccourci sur le truc, c'est malin, j'irai voir. Et non, mais en tout cas, c'est deux applis indispensables, c'est clair. Je plus sois sur Zapier et FTTT. Donc ta besace, c'est ça ? Ouais, et puis plein d'autres trucs si tu veux, mais en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, comment dire, dans l'accompagnement et la structuration des efforts d'innovation, nous on fait beaucoup de mind map, on fait beaucoup de tableurs, on fait beaucoup de posters, on fait beaucoup de slides, on fait beaucoup de workshops, on fait beaucoup de livrables, de Canva, etc. Mais en fait, si tu veux, ça reste relativement peu technologique. En fait, on fait beaucoup de conception assistée par ordinateur et d'impression assistée par ordinateur, donc il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, c'est pas... Tu vois, nous on construit le futur avec du carton ici, tu vois, on fait pas... Ouais, mais c'est parce qu'en fait... Support, bien sûr, surtout quand tu fais de la conception, si tu veux, faut pas privilégier la forme au fond, quoi. Ouais. C'est, le plus important, c'est réfléchir sur les bonnes thématiques et d'avancer sur les bons sujets, et après, quand il faudra formaliser, oui, bon, bah là, tu tournes sous Adobe, tu tournes sous Sketch, Figma, tout ça, mais bon, ça c'est de l'UI, c'est après, tu vois, c'est pas... Le cœur de mon métier, c'est faire réfléchir les gens ensemble, et il n'y a pas mieux que le papier et le carton pour faire ça. Ok Rémi, bah écoute, franchement un énorme merci pour cet épisode très très riche en ressources. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Stackcast et d'autres stacks à venir. Merci à vous. Bonne journée à tous.